Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous permettre effectivement de faire un petit retour sur cette expérience. Alors, pour resituer le contexte peut-être en 2 secondes, avant d'aborder le détail, bon, je pense que tout le monde le connaît dans les grandes lignes, donc je ne vais pas le détailler plus que ça, mais donc notre branche s'est trouvée, à l'instar de beaucoup d'autres, prise dans le blocage par la DGT de l'extension de dizaines et de dizaines d'accords de branche portant sur les salaires minima conventionnels entre le début de l'année 2018 et l'été 2019. Et au cours de cette période de blocage est apparue la position que le ministère du Travail a pu prendre, selon laquelle l'ajout du terme hiérarchique au sein de l'article L2253.1 du Code du travail relatif à fameux bloc 1 de normativité de l'accord de branche, donc l'ajout du terme hiérarchique après salaire minima, impliquait désormais une limitation de la capacité normative des partenaires sociaux de la branche au seul salaire de base. Et l'accord de salaire que nous avions signé quelque temps auparavant était donc directement concerné, puisque notre convention collective de branche se caractérise en matière salariale par 2 éléments. L'obligation de rémunérer des pauses à hauteur de 5% du temps de travail effectif, ce qui implique qu'un salarié qui travaille 35 heures est rémunéré 36 heures 3/4. Et puis un 13e mois généralisé par conséquent, puisqu'il est dans la convention de branche dès 1 an d'ancienneté. Donc, les pauses payées étant dans le minimum conventionnel mensuel et la prime annuelle étant dans le minimum conventionnel annuel, notre accord de branche a subi, à l'instar de beaucoup d'autres, des exclusions et réserves lors de son extension à l'été 2019. Donc extension et réserve que nous avons décidé de contester. L'enjeu était quand même considérable, puisque si on prend le début de la grille d'un salarié rémunéré au taux horaire du SMIC, quand on ajoute ses pauses payées et ce 13e mois, l'écart avec l'application du SMIC sur l'année est quand même de 2 800 € bruts. Donc l'enjeu était très très loin d'être anecdotique. Et donc, est-ce que ces 2 800 € bruts étaient dans le bloc 1 ou dans le bloc 3 ? Autrement dit, est-ce qu'une entreprise, par accord, pouvait le remettre en cause sans devoir prévoir davantage au moins équivalent pour les salariés concernés ? C'était tout l'enjeu. Et donc, l'AFCD a choisi d'attaquer cet arrêté, d'abord parce qu'on avait signé cet accord, donc une fois qu'on a signé un accord, il est de notre devoir de le soutenir jusqu'au bout. Il n'est pas question qu'on signe des accords pour qu'ils n'entrent pas en vigueur ensuite dans toutes leurs composantes. Et les 5 organisations représentatives dans la branche, les 4 signataires et l'organisation non signataire de l'accord sont également allés au contentieux. Donc certaines des organisations sont présentes ici et pourront compléter. Et donc, par son arrêt du 7 octobre 2021, le Conseil d'État nous a intégralement donné raison et a condamné la doctrine du ministère du Travail. Alors, comme on a quand même assez peu de temps parce qu'on pourrait passer plusieurs heures, hein, on a passé ne serait-ce qu'une après-midi entière à échanger au niveau du Conseil d'État dans le cadre de la procédure d'instruction publique que celui-ci avait mis en œuvre pour la première fois au fond à l'occasion de notre dossier. Mais peut-être essayer, pour synthétiser le plus possible, d'évoquer ce que cet arrêt n'est pas, et puis ensuite voir le plus rapidement possible ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. Alors, ce qu'il n'est pas, on pourrait sans doute en faire l'économie, mais il y a, comme on lit un peu tout et n'importe quoi sur cet arrêt, et encore tout récemment, la semaine dernière, mais j'y reviendrai, il m'a paru nécessaire de revenir sur ce point. Donc je crois qu'il est absolument fondamental de bien expliquer que cet arrêt n'est en rien la marque d'une opposition entre négociation de branche et négociation d'entreprise, et qu'il n'est en rien une remise en cause des ordonnances travail,
contrairement à ce que certains mal informés ou mal intentionnés, parfois les deux sans doute, ont essayé de faire croire. Alors, d'abord, une telle logique de position accord d'entreprise, accord de branche serait totalement étrangère à la culture de notre branche professionnelle. Ça fait plus de 20 ans que, à titre d'exemple, la partie temps de travail de notre convention collective de branche est supplétive. C'est-à-dire qu'elle commence par expliquer qu'elle s'applique en l'absence d'accord d'entreprise. Donc une branche d'activité comme la nôtre, donc qui réunit l'ensemble du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, en tout cas pour les entreprises de plus de 11 salariés, comporte bien sûr énormément de PME, mais aussi de très très grandes entreprises de 10 000, 50 000, jusqu'à 100 000 salariés en France. Donc une branche comme celle-ci, comportant des entreprises qui ont évidemment toute la panel en leur sein du dialogue social, des IRP, de la négociation, qui ont un dialogue social extrêmement riche, ne peut pas avoir comme ambition de brider la négociation collective d'entreprise. On ne peut que saluer, au contraire, le fait qu'au fil du temps, la capacité normative de l'accord d'entreprise n'a fait que s'accroître, parce que c'est cela qui permet aux entreprises, dans le cadre de leur dialogue social interne, employeurs et salariés, de mettre en place les règles les plus adaptées à leur situation. Et même si la branche réunit des entreprises qui ont des caractéristiques communes, qui sont au moins en partie, en tout cas, concurrentes, ça reste quand même une forme de prêt-à-porter, ou de la demi-mesure en tout cas, alors que l'accord d'entreprise permet de faire du sur-mesure. Donc, c'était évidemment pas notre ambition. Alors, ça l'était d'autant moins d'ailleurs que, évidemment, l'accord de branche qu'on avait conclu, de même que la décision d'aller au contentieux, si la FCD la prend, c'est parce que les entreprises lui donne mandat de le faire. Enfin, la représentativité, elle est ascendante. Ce n'est pas une organisation patronale qui exerce une tutelle sur les entreprises de la branche. Elle est la voix des entreprises de la branche. Les organisations patronales, désormais, font, comme les syndicats de salariés, l'objet d'une mesure de leur représentativité. Celle-ci est publiée. Donc la FCD réunit des entreprises qui emploient à elles seules plus de 60% des salariés de la branche. Donc si la FCD prend une position, cette position ne peut pas être à l'encontre de celle des employeurs de la branche. Et puis en troisième lieu, et surtout, parce que le reste, on peut toujours dire, bon, ça reste assez théorique, enfin quoi que, mais surtout, ça n'est pas une opposition branche-entreprise, compte tenu de ce que nous soutenions face au ministère du Travail devant le Conseil d'État. La position des entreprises portée par la FCD comportait 2 points indissociables l'un de l'autre. Petit a, cette histoire de salaire de base se limitant de minimum conventionnel hiérarchique se limitant au seul salaire de base, qui présente des conséquences absolument catastrophiques, si jamais elle avait dû prospérer, ne résulte pas des ordonnances et a été inventée après coup. Ça, c'était notre premier point. Mais le deuxième point, pourquoi est-ce que ça ne résulte pas des ordonnances? Pourquoi est-ce que les ordonnances n'avaient pas interdit des minima hiérarchiques pouvant inclure de tels éléments? Tout simplement parce que, dans le même temps, les ordonnances permettaient à un accord d'entreprise de substituer d'autres éléments de rémunération à ceux envisagés par l'accord de branche. Donc, sur le premier point, le fait de considérer que les minima conventionnels ne pouvaient que correspondre à un salaire de base, ça insécurisait à la fois les salariés, les entreprises, et ça condamnait à relativement court terme toute la notion même de minima conventionnel. Alors, on n'a pas le temps de faire la démonstration ici. On l'a faite évidemment devant le Conseil d'État, que ce soit dans nos écritures ou lors de l'audience d'instruction, en décortiquant toutes les pistes possibles qui pouvaient s'ouvrir aux partenaires sociaux si nous devions retenir cette hypothèse de salaire minimum hiérarchique se limitant au salaire de base, et en démontrant quelles conséquences cette analyse pouvait avoir. Et on voyait que dans tous les cas de figure, on aboutissait au mieux
à la destruction totale de la notion de salaire minima hiérarchique de branche. Face à ça, le volet juridique était à la limite plus simple. Jamais dans la doctrine sociale, la notion de minima hiérarchique n'avait été synonyme de salaire de base, y compris dans l'utilisation que la DGT elle-même en avait toujours fait. Et soutenir 1 an et demi après les ordonnances, c'est-à-dire au printemps 2019, que c'était le cas, alors que la ministre du Travail, au moment de la loi de ratification des ordonnances, avait soutenu, je vais la citer devant la représentation nationale, que les ordonnances, donc après avoir évoqué que l'accord d'entreprise prenait beaucoup plus d'importance, elle faisait le contrepoint en disant que les ordonnances procédaient à un clair renforcement des missions des branches et des domaines dans lesquels celles-ci devaient au contraire pouvoir faire prévaloir leurs règles. Et le premier exemple qu'elle citait était les minima conventionnels. Donc on n'était absolument pas dans une atmosphère conduisant à réduire la capacité normative de la branche sur ce point précis des minima conventionnels. Donc sur ce volet-là, la démonstration était, je dirais, relativement aisée. De l'autre côté, donc la FCD a toujours été claire sur le fait que dans le cadre tracé par les ordonnances, la responsabilité de la branche se limite au salaire minima. Les entreprises peuvent, dans le cadre de leur propre dialogue social, substituer d'autres éléments de rémunération aux pauses payées et au 13e mois de la convention collective. C'est écrit noir sur blanc dans le dernier alinéa de L22 53.1. Pour les 1 à 13, sachant que les minima conventionnels sont le 1, l'accord de branche l'emporte sur l'accord d'entreprise, sauf si celui-ci comporte des avantages au moins équivalents. Alors curieusement, le ministère du Travail soutenait que cette phrase ne s'appliquait pas aux minima conventionnels, mais on ne voit pas comment, alors qu'ils sont le 1 de l'énumération du 1 à 13. C'était nier l'évidence même de ce qui était indiqué. Et sur ce point, le Conseil d'État a été très clair en condamnant cette théorie ministérielle. Alors, je ne vous dirais pas que ça règle tous les problèmes d'un point de vue juridique. A été évoqué tout à l'heure par le professeur Bugada la notion d'avantage au moins équivalent. C'est une notion qui pour reprendre une ancienne terminologie qu'on utilisait sur la notion d'établissement distinct, est sûrement une notion fonctionnelle et relative. Parce que c'est sûr que si je remplace un 13e mois par 15 jours de droit dans un compte épargne-temps, ça ne sera pas équivalent. Si je le remplace par un mois dans le compte épargne-temps, on peut déjà commencer à se poser la question. Si je le remplace par 2 mois dans le compte épargne-temps, je vous échange votre 13e mois en espèces non rétribuantes contre 2 mois de droit dans votre CET. Alors bon courage au juge, de toute façon, qui sera chargé de... Voilà, sachant que, par définition, on sera sur la base d'un accord majoritaire d'entreprise qui aura sans doute pris soin d'indiquer que les signataires considèrent que c'est plus favorable que la disposition remplacée. Donc définir cette notion d'avantage au moins équivalent, ça sera forcément pas simple. Et puis sans doute qu'en matière de minima conventionnel, sur la notion d'avantage au moins équivalent, la Cour de cassation devra, enfin, je ne vois pas comment elle pourrait conserver sa règle d'analyse actuelle quand elle compare 2 accords collectifs entre eux, à savoir que ce n'est pas une comparaison salarié par salarié, mais à l'égard collectivement de l'ensemble des salariés. Et en matière de minima conventionnel, je pense qu'on échappe nécessairement à cette logique-là et qu'on va devoir rentrer dans une logique de comparaison au regard du salarié lui-même. Donc je ne dirais pas que la position du Conseil d'État a résolu tous les problèmes, mais ces problèmes sont posés par la rédaction même des ordonnances et par finalement une nouvelle articulation juridique qui va nécessiter effectivement d'abord que la doctrine se l'approprie pour nous éclairer, nous praticiens, sur ce qu'on peut, même si on tente de réfléchir un petit peu de temps à autre aussi, mais sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, ça mettra forcément encore un peu un certain temps. Mais en tout cas, c'est bien parce que le Conseil d'État a reconnu cette liberté à l'accord d'entreprise que des commentateurs autorisés, tels que Franck Morel par exemple, ont pu écrire que la position du Conseil d'État était très équilibrée, même si ça semble peut-être excéder la maîtrise du sujet par certains avocats au Conseil. Je fais référence à un article de la semaine dernière. Alors,
ça, c'est ce que cette position du Conseil d'État n'est pas. Hein, c'est donc pas une tutelle de la négociation de branche sur la négociation d'entreprise. C'est juste le rappel qu'en matière de salaire minima conventionnel, c'est l'accord de branche et la loi de la profession. Mais c'est la loi de la profession parce que elle est négociée sur la base d'un mandat émanant des entreprises pour les organisations patronales et des salariés directement pour les organisations syndicales. Il ne faut jamais oublier quand même les exigences que cette inversion, il y a quelques années, de la logique de représentativité entraîne. Alors, en quelques mots maintenant... Oui, Renaud, juste une... J'ai épuisé mon temps, oui. Non, c'est pas du tout gênant. Je veux dire, l'unanimité aussi de la commission paritaire nationale. Alors, c'est une idée de travaux pratiques pour le professeur Bugada. Hein. Vous avez ici présent 3 parties prenantes de cette démarche. Donc, il y a la CFDT des services, il y a la CGC Agro, qui est représentée par Thierry Faraud, et ici Olivier Guivarch, et puis Renaud Giroudet pour la FCD. Il faut peut-être faire une séance de travaux pratiques avec les parties prenantes sur un commentaire, parce que c'est quand même assez structurant ce qui s'est passé. Hein. Voilà, petite idée au passage à propos de l'invitation dans l'amphi. Ça l'est clairement, et que nous ayons été unanimes devant le Conseil d'État à son ça pèse énormément, j'imagine. Hein. Alors, en conclusion, du coup, donc en quelques mots, du coup, qu'est-ce que c'est si on a vu ce que ça n'était pas. Alors, c'est évidemment une victoire de l'État de droit quand même, parce que il y avait cette théorie sortie du chapeau après coup, même si l'exécutif, forcément, quand on est dans le champ d'ordonnance, a un rôle plus important. Pour autant, ça ne doit pas autoriser l'administration a posteriori donner un sens au texte qui n'a absolument pas été évoqué devant la représentativité nationale. Donc c'était pas, enfin voilà, du côté du droit, c'est quand même plutôt très bien. Et je vous invite tous, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, à lire les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d'État, qui sont d'un excellent niveau et qui constituent un très bon cours de droit. On les joindra au compte rendu qu'enverra Véronique Caron. D'accord. Alors ensuite, il y a la capacité normative, à la fois donc de l'accord d'entreprise qui a été reconnu par le Conseil d'État et qui doit être salué, mais en ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, la capacité normative de l'accord de branche. Sans cette capacité normative en matière de salaire minima, je ne vois pas comment la branche pourrait un tant soit peu jouer le rôle que la loi lui donne expressément de régulation de la concurrence entre les entreprises qui relèvent de son champ. On ne peut pas réguler la concurrence à coup d'accord type d'intéressement. Donc le rôle serviciel de la branche, il ne s'agit pas de le contester, mais il ne s'agit surtout pas de résumer la branche à un tel rôle. Alors sans doute que certains partisans du tout État pourraient tenir ou qui voient la branche plus comme un niveau intermédiaire de mise en œuvre des politiques publiques pourraient le concevoir. Mais la branche, il nous semble que ce doit d'abord être, quelle que soit la définition qui pourra lui en être donnée. Je souscris à la nécessité d'y apporter une définition, mais je dirais, peu importe cette définition, dès lors qu'elle reconnaîtra que la branche est d'abord et avant tout le cadre dans lequel des entreprises, via les représentants des employeurs et via les représentants des salariés, élaborent des politiques collectives. Moi, je crois que c'est un élément qui est fondamental. On a vu depuis 1982 progressivement une reconnaissance très progressive quand même, ça a 40 ans, une reconnaissance de la capacité normative de l'accord d'entreprise, donc de la capacité de l'entreprise à élaborer des règles dans le cadre de sa propre politique d'entreprise, employeur et salarié. Dans le même temps, on n'a pas eu la même évolution et sans doute que le corps social est assez mûr pour une telle évolution. On n'a pas eu cette évolution, cette reconnaissance de la capacité des entreprises à élaborer collectivement des politiques dans le cadre de leur profession. On l'a sur un certain nombre de points, mais qui restent marginaux, limités, et on a plutôt vu un recul sur ces points-là. On l'a vu avec les clauses de désignation, on l'a vu avec l'évolution sur la formation professionnelle, on le voit avec ne serait-ce que par des détails, l'inscription de nos CQP au RNCP, enfin passez-moi le jargon, mais nos certificats de qualification professionnelle et leur inscription au registre national des certifications professionnelles dans le cadre de la réforme de la formation. On le voit sur énormément de sujets. Et on voit qu'il y a quand même une défiance. Et c'est ce que dit cet arrêt, c'est peut-être que qui réunissait donc
signataires et non signataires de cet accord, se battant ensemble pour faire reconnaître la validité intégrale de cet accord de branche. C'est sans doute la capacité désormais, d'abord la volonté du corps social de voir reconnaître sa capacité à élaborer des règles. Moi, quand je vois quand même que dans le cadre de notre branche, on était capable de conclure un accord mettant en œuvre le CDI d'opération, qu'on a conclu un accord sur les contrats courts, le point a été évoqué des contrats courts tout à l'heure, qu'on a conclu un accord sur par exemple la suppression des délais de carence du CDD, considérant, employeurs et salariés conjointement, que c'était mauvais le délai de carence, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Quand je vois que dans le même temps, l'État n'a toujours pas été capable de mettre en œuvre réellement l'expérimentation sur le CDD multi-remplacement, c'est-à-dire que j'ai un salarié qui part en vacances en juillet, un autre en août, pouvoir le remplacer par un seul et même CDD, on considérera que ce n'est pas une révolution absolue dans le cadre du droit du travail, déjà, il faut que ça passe par une expérimentation, et deuxièmement, cette expérimentation n'est toujours pas à l'œuvre. Elle a failli l'être, très brièvement, mais le Covid étant passé par là, et manifestement, aucun véhicule juridique n'a pu être arrêté dans son chemin pour intégrer ça. Donc quand je vois ça, je me dis que nous, partenaires sociaux des branches, on n'est sans doute pas les plus mal placés pour faire avancer beaucoup de choses et pour beaucoup plus prendre en main notre destin que ce qui nous est laissé aujourd'hui. Mais c'est aussi le cas dans la restructuration des branches où le contour des branches doit, à mon avis, être exclusivement dessiné par ceux qui les composent. C'est-à-dire que moi, je ne reconnais pas réellement la légitimité de l'État à définir le contour de nos branches professionnelles. Que les règles du jeu soient définies évidemment par le Parlement, etc., etc. Mais ensuite, le contour de nos branches professionnelles, je crois que c'est à nous et à nous seuls de les définir. Et puis, dernier point, il me semble aussi qu'on est mûr pour passer à une autre étape dans l'autonomie du dialogue social de branche. On a été évoqué tout à l'heure par Pierre Ramin la problématique du délai par rapport à l'extension. Bon, la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'apporte encore l'extension? Désormais, notre représentativité à nous, partenaires sociaux, représentants des employeurs, représentants des salariés, est mesurée, prouvée, publiée. Quand un accord est signé par les représentants d'une majorité de la profession, est-ce qu'on a encore besoin du tampon de l'État, de l'administration plutôt, pour que cet accord s'applique à l'ensemble du secteur concerné? Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à une autre étape qui reconnaîtrait effectivement la maturité du dialogue social au sein de nos branches professionnelles?